J'invite Bernard Bertschi à me rejoindre pour une seconde conférence qui donne la parole à la philosophie, comme ce matin, après le droit, avec ici un questionnement aussi éthique, conceptuel, sur la possibilité d'une solidarité intergénérationnelle. Donc avec peut-être un regard différent sur cette question-là. Bernard Bertschi est donc professeur de philosophie à l'Université de Genève. Voilà, donc merci pour l'invitation. Bon, je vais parler je vais pas du tout parler dans le domaine juridique, je vais plutôt reprendre une question qui a été soulevée plusieurs fois concernant la motivation. Alors d'abord, et la responsabilité personnelle d'abord, mais c'est aussi applicable à la responsabilité collective. C'est-à-dire que d'abord, est-ce que véritablement on peut fonder une responsabilité vis-à-vis de générations qui n'existent pas? J'entends fonder conceptuellement, le droit peut faire ce qu'il veut. Si le droit décide qu'on a des précautions à prendre, il peut le faire. Mais disons dans une réflexion éthique qui n'est pas déconnectée des juridiques, mais qui essaye de comprendre les fondements, la question est de se demander effectivement est-ce qu'on peut justifier, et d'autre part, si on peut le justifier, d'abord dans quel cadre éthique peut-on le faire, parce que tous les cadres éthiques ne s'y prêtent pas, et deuxièmement, est-ce que ça suffit pour nous motiver? Et là, je ferai appel à certaines études de neuropsychologie assez récentes. Donc, je vais traiter 5 points. Le premier, donc, une petite introduction avec des courants qu'on n'a pas encore vus du tout. Ensuite, on parle beaucoup de responsabilité, mais c'est quoi la responsabilité? Alors, je ne vais pas pouvoir faire un panorama complet du concept, mais en partant de la responsabilité personnelle, voir un peu comment ça peut s'appliquer au-delà des générations présentes. Puis justement, les limites normatives et les limites psychologiques. Et enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas, j'ai mis entre guillemets, une nouvelle éthique, si on veut, parce que peut-être que les instruments éthiques qui sont à nos dispositions actuellement sont insuffisants et inadaptés pour parler d'autre chose que des générations présentes. Bien, alors, d'abord, une première constatation qui a aussi été faite plusieurs fois aujourd'hui, c'est que si on demande si la solidarité est possible, bien, la solidarité implique une communauté de destin et donc une certaine responsabilité de chacun pour le destin de cette communauté. On n'est pas des individus juxtaposés, on a un futur et un présent commun. On est tous sur le même bateau, comme on entend parfois dire. Comment gérer cette appartenance? Certains parlent de canot de sauvetage vu l'état actuel de la planète, mais disons, on voit bien ce que l'image veut dire. Alors, pour essayer d'appréhender la question, je vais partir de la thèse de Hans Jonas qui a été mentionnée dans le petit flyer, le prospectus qui avait été distribué, qui dit ceci, Jonas, puisque de toute façon existeront des êtres humains à l'avenir, leur existence qu'ils n'ont pas demandée une fois qu'elle est effective, mais oui, il dit une fois qu'elle est effective, leur donne le droit de nous accuser, nous, leurs prédécesseurs, en tant qu'auteurs de leur malheur, si par notre agir insouciant et qui aurait pu être évité, nous leur avons détérioré le monde ou la constitution humaine. Et j'ai signalé que ça va aussi dans le contexte de non-identité, parce qu'évidemment, il y a une question philosophique qui n'a pas été traitée, mais c'est que nos choix déterminent qui va exister par la suite. C'est-à-dire si actuellement, si la pilule n'avait pas existé, bon, nous sommes en général, en tout cas moi, trop âgés pour en avoir, entre guillemets, bénéficié, mais je veux dire, beaucoup de jeunes n'existeraient pas, et ce seraient d'autres jeunes qui existeraient. Donc il est clair que nos choix impliquent qui va exister, et les choix que nous allons faire, même par exemple de protéger l'environnement, feront que des personnes qui auraient existé n'existeront pas et que des personnes qui n'auraient jamais existé existeront. C'est une question conceptuellement assez étrange, mais qui n'est pas besoin de nous arrêter ici, puisque quoi qu'il en soit, nous dit Jonas, il y aura des êtres humains, et ces êtres humains auront des droits, ils pourront se retourner contre nous. Et donc la situation morale qui en découle, c'est que si nous faisons des enfants, nous sommes directement responsables de leur bien-être, mais si nous n'en faisons pas ou refusons d'en faire, nous sommes tout de même responsables du sort des enfants des autres, puisqu'on est sur le même bateau. Et le principe normatif qui est sous-jacent était, je crois bien, formulé par Axel Gossrille, qui est aussi quelqu'un de Louvain, d'ailleurs, qui, je crois, a écrit un des premiers bouquins en français qui s'appelait « Penser les générations futures » en 2004. En tout cas, dans le domaine philosophique, c'est le premier. Pour le reste, je ne sais pas.
qui dit ceci: si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il existe dans le futur au moins un certain nombre de titulaires de droits futurs, et si l'on sait que la violation actuelle de mes obligations engendrera nécessairement ou potentiellement une violation future de ces droits futurs, la direction temporelle de la causalité permet de renoncer à l'exigence selon laquelle une obligation actuelle devrait nécessairement avoir pour corrélat un droit actuel. Effectivement, dans la situation sans doute juridique en bonne partie, mais aussi éthique, si j'ai des droits actuellement, c'est parce que quelqu'un a des devoirs. Les deux notions sont corrélatifs. Mais si les générations n'existent pas, elles n'ont pas de droits. Donc comment pourrais-je avoir des devoirs vis-à-vis d'elles? Ça, c'est l'aporie, si on veut, conceptuelle ou normative. La réponse de Gossery est de dire tout simplement, c'est que nos actions ont des conséquences qui vont plus loin que nous, qui vont affecter des gens qui n'existent pas encore, mais qui vont, selon toute vraisemblance, exister. Et donc, notre responsabilité est engagée. Voilà, je crois que c'est une justification qui est assez simple, mais qui implique, c'est vrai, une certaine révolution dans la pensée normative ou dans la pensée juridique. Et qui fonde donc notre souci, notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Ce n'est pas complètement nouveau. On a toujours dit qu'on est responsable des conséquences de nos actes, mais là, il se trouve que nos actes, en tout cas les actes collectifs, ont des conséquences qui vont bien au-delà de notre propre existence même. Bien, cela dit, un certain nombre de penseurs ont considéré que ce type de raisonnement n'était pas valide pour plusieurs raisons. D'abord, pour un premier doute absolument radical, qui est l'idée qui est la question suivante: si le devoir de l'être humain était d'empêcher toute existence future pour l'humanité. Il y a des mouvements, effectivement, dont on parle relativement peu, des mouvements écologiques, mais pas uniquement, qui pensent que l'existence de l'espèce humaine est une catastrophe. La seule chose qu'il faut faire, c'est stopper cette catastrophe. Et pour stopper la catastrophe, il faut arrêter de faire des enfants, tout simplement. Par exemple, Paul Taylor, qui est d'une écologie biocentriste, a affirmé une fois que le seul commentaire adéquat à la disparition de l'espèce humaine serait bon débarras. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine est en train comme vous le savez, a déjà fait débuter la 5e grande extinction d'espèces humaines et ça va continuer. On a beau être triste sur le sort de l'ours blanc, mais il n'y en aura plus dans quelques années. À moins qu'ils arrivent à s'adapter, puisqu'ils semblent vider les poubelles canadiennes actuellement. Enfin, pour un ours, c'est quand même quelque chose qui est assez triste. Donc ça, c'est un courant. Il y a un courant écologiste qui est antinataliste et qui pense que notre seul devoir moral, c'est d'arrêter de procréer. C'est notre seul devoir vis-à-vis, entre guillemets, des générations futures, puisqu'il ne faut plus qu'il y en ait, tout simplement. Il y a un deuxième mouvement qui est l'antinatalisme, défendu par David Benatar. Lui a une toute autre approche, une approche utilitariste, welfariste, comme vous avez entendu ce matin. L'idée, c'est que si on faisait la somme des biens et des maux que les vies humaines contiennent, le résultat serait toujours négatif. Et si nous croyons que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est juste que nous avons un biais qui nous fait croire que ça vaut la peine. Mais faisons un calcul vraiment tête reposée, et la conclusion, c'est que les vies humaines contiennent tellement plus de malheur que de bonheur qu'il faut mieux arrêter tout ça. Bien, voilà, ça c'est les deux doutes radicaux. Il y a un troisième doute un peu moins radical, mais qui se trouve aussi j'ai appelé ça le néo-malthusianisme, mais c'est des écologistes aussi, comme Garrett Harding, dans un bouquin qui est publié en 1993, qui s'appelle Living Within Limits, vivre dans des limites, qui est bien un programme écologiste qui constate que il y a beaucoup trop d'êtres humains sur la Terre, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a qu'il faut les éliminer, bien entendu, mais il faut stopper, en tout cas ralentir de manière très très importante l'augmentation de la population. Alors comment le faire? C'est une toute autre histoire, parce que la transition démographique que l'on espérait arrivera de toute manière trop tard. C'est certes, on sait que quand la pauvreté diminue, le taux de natalité diminue aussi, mais ça arrivera trop tard et on ne pourra pas éviter la catastrophe. Il y a une autre version, j'y ai pensé récemment, pour ça je ne l'ai pas ajoutée ici, mais c'est la conférence présidente qui m'y a fait penser. Un autre doute moins radical et qui pense qu'il faut arrêter, en tout cas momentanément, de procréer, c'est le transhumanisme. Pour une raison bien simple, c'est que si nous devenons immortels, attention, immortel pour le transhumanisme, ça ne veut pas dire qu'on vivra pour toujours, ça veut dire qu'on va supprimer les causes naturelles de mort. En gros, John Harris a calculé qu'on vivrait environ 4600 ans, mais c'est déjà pas mal de plus que maintenant. Donc, le transhumanisme pense aussi qu'il faut arrêter de faire des enfants si on devient quasi immortel, parce que sinon, c'est juste plus possible. Bien, admettons que ce doute ait un fondement. Quels sont
les conséquences pour notre responsabilité. Eh bien, si procréer est immoral, aurions-nous une quelconque responsabilité par rapport aux conséquences de l'action immorale d'autres êtres humains? Ça paraît contre-intuitif. Si on n'est pas responsable de l'immoralité d'autrui et on n'a pas véritablement à se restreindre parce que d'autres se comportent de manière inadéquate. Si par contre procréer est licite, en quoi cela nous rend-il plus responsables d'ailleurs dans la mesure où nous nous abstenons nous-mêmes de procréer? On pourrait dire qu'effectivement, moi je fais ce que je dois faire, d'autres, chacun est libre, mais je ne vois pas pourquoi je changerais mon attitude parce que d'autres ont pris d'autres décisions. C'est leur problème, ça n'est pas le mien. Le problème avec ce type d'objection, et si l'on suit encore Jonas, notre responsabilité est quand même engagée, puisque des êtres humains existeront, êtres humains qui posséderont les droits qui échoient à toute personne humaine et qui de plus seront innocents, comme il en va d'un enfant adultérin ou né à la suite d'un viol ou par clonage. Ce n'est pas parce qu'un enfant est né à la suite de manœuvres immorales qu'il n'a pas de droit. Hein. Même si parfois les orphelins, effectivement, ou les enfants de ce qu'on appelait mères célibataires n'étaient pas particulièrement bien traités, y compris sous nos propres latitudes. Mais il est clair que même si un être humain naissait par clonage, eh bien, il aurait les mêmes droits que vous et moi. Ce n'est pas parce qu'il est né de cette façon-là qu'on va le priver de droits ou le considérer comme, je ne sais pas, une chose, pour reprendre les deux catégories principales du droit romain. Donc, même si on est antinataliste, on n'échappe pas au devoir envers les générations futures. Bon, mais il y a maintenant un second doute un peu moins radical. Admettons qu'il y aura une génération future qui d'ailleurs se chevauche avec la génération présente, et c'est d'ailleurs une bonne source de devoir, puisque moi j'ai des enfants, des petits-enfants, etc. Et donc ces générations futures font déjà partie de la génération présente. On avait eu les difficultés qu'il y avait à identifier correctement qu'est-ce que ça veut dire génération future. Eh bien, la question se demande, alors qu'on en est une, jusqu'où va notre responsabilité? C'est très bien de dire qu'on est responsable, mais jusqu'où ça va et qu'est-ce que ça implique? Alors, généralement, dans la littérature, on voit que la génération présente a d'abord l'obligation de préserver l'environnement et d'empêcher ce que les philosophes John Savulescu et Ingmar Persson ont affirmé, le dommage ultime, c'est-à-dire une série d'événements qui rendraient toute vie décente impossible sur Terre. Petite parenthèse qui amusera peut-être certains d'entre vous, Savulescu est un transhumaniste, par ailleurs, un sympathisant du transhumanisme, qui est professeur à Oxford, sauf erreur, ou à Birmingham. Mais à ce moment-là se pose une deuxième question. Bon, effectivement, j'ai des devoirs, mais si je fais ma part et que les autres ne la font pas, devrais-je en faire plus et compenser l'immoralité d'autrui? Et si je ne le fais pas, est-ce que je serai responsable de la situation résultante? Ça, c'est une question qui se pose à l'individu, mais aussi aux collectivités. Si les Américains ne font rien, est-ce que la France est quand même tenue de faire quelque chose? Et si oui, est-ce qu'elle doit compenser ce que les Américains ne font pas? Jusqu'où va notre responsabilité? L'affaire n'est pas claire, d'autant que, alors si je retombe là sur la psychologie individuelle, on sait qu'il y a les individus humains, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, d'habitude, si les autres se retirent, ils se retirent aussi. Donc on n'a pas une tendance spontanée à faire de l'hyperaltruisme. Bien, je pense que pour répondre à ces questions, il faut d'abord tenter de clarifier un peu le concept de responsabilité et voir ce qu'il implique. Et je vais le faire d'abord en ce qui concerne la morale ordinaire, puis ensuite voir si ce concept est applicable. Et pour cela, je vais partir d'une situation basique qui est du domaine pénal, mais qui peut permettre juste de mettre en évidence 2-3 concepts qui m'intéressent. C'est un cas, c'est une petite anecdote, un drame évidemment, mais j'entends qui s'est passé aux États-Unis. Un individu appelé Herbert Weinstein, à 64 ans, a tué sa femme dans un accès de colère et au tribunal, son avocat invoque le kyste au cerveau dont il souffre pour nier sa responsabilité. Bon, c'est classique. Comment répondre à la question de savoir s'il est responsable? Eh bien, il y a 3 questions à poser, nous dit Stephen Morse, qui est un juriste américain qui s'était occupé de l'affaire. D'abord, est-ce que Weinstein a étranglé sa femme? Est-ce qu'il est l'auteur de l'acte incriminé? Il y a une condition de causalité. Devait avoir fait quelque chose pour être incriminé. C'est clair, si vous n'avez rien fait. Bon. Ensuite, il faut demander, est-ce qu'il a eu l'intention de tuer sa femme? Est-ce que son action était intentionnelle? Il aurait pu la tuer par accident.
Bon, là, il l'a étranglé, c'est un peu difficile quand même par accident. Donc, c'est la question d'intentionnalité. Est-ce qu'il avait l'intention de le faire? C'est très important aussi au domaine pénal. Et enfin, est-ce que le raisonnement qui l'a amené à tuer a-t-il été faussé par le kyste cérébral? Son jugement était-il altéré? Et c'est la condition de rationalité. Est-ce que l'individu était encore capable de comprendre les raisons d'agir, de répondre à des raisons et de voir un petit peu de quoi il s'agissait? Alors, je vais me focaliser sur l'intentionnalité, parce que je pense qu'elle est au cœur de notre concept de responsabilité, et aussi sur la causalité. Je laisse la rationalité de côté, parce que là, on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'avoir des tumeurs au cerveau et des choses de ce genre-là. Il s'agit d'actions de responsabilité qui sont rationnellement justifiables. Bien. Alors là, on a quelques études assez intéressantes de neuropsychologie qui montrent qu'effectivement, quand on présente des dilemmes moraux à des individus, ils font beaucoup ça dans les laboratoires de neuropsychologie, on vous présente un dilemme moral et on vous demande quelle décision vous prendriez et ensuite comment vous la justifiez. Mais on se rend compte que les sujets de la recherche invoquent toujours 3 types de principes moraux, notamment dans des situations un peu difficiles. C'est ça l'avantage des dilemmes, c'est que ça permet de tester nos intuitions. Dans des situations où votre acte a des conséquences qui ne sont pas très sympathiques, par exemple, et on vous demande si vous agissez ou vous n'agissez pas et pourquoi. Il y a 3 principes qui sont régulièrement mentionnés. Le premier, c'est le principe de l'action, c'est la causalité. Un dommage causé par une action est moralement pire que le même dommage causé par omission. Donc on est plus responsable de nos actions que de nos omissions. Et vous voyez immédiatement que pour l'environnement, ça va jouer un certain rôle. Deuxièmement, c'est le principe de l'intention, ce que dans la scolastique catholique depuis le XVIe siècle, on appelle le principe des actions à double effet. Un dommage causé intentionnellement comme moyen pour réaliser un but est moralement pire que le même dommage s'il est seulement prévu comme effet secondaire de l'action. Ça a été appliqué dans la réflexion sur l'euthanasie, par exemple. C'est pire de tuer quelqu'un pour faire cesser ses souffrances que d'administrer un médicament qui fait cesser ses souffrances, mais qui hâte sa mort. Donc les effets secondaires prévus mais non voulus sont moins graves que les moyens voulus que nous utilisons. Et troisième principe, ces 2 principes, on les connaît bien dans l'éthique traditionnelle. Le troisième, beaucoup moins, mais il a été révélé par les dernières études en neuropsychologie. Le principe de contact, causer un dommage en utilisant sa force physique est moralement pire que de causer le même dommage sans contact physique. Bon, en fait, on le savait déjà. C'est beaucoup plus difficile de planter, pour prendre l'exemple militaire, une baïonnette dans le ventre du soldat qui est en face de vous que de lâcher des bombes depuis 10 000 mètres d'altitude. Voilà. Le contact physique, nous avons une répulsion immédiate à causer un mal par contact physique que nous n'avons pas lorsque les mots sont lointains, moins prévus. Enfin, vous voyez immédiatement le genre de lien qu'il peut y avoir. Josh Green, qui est un neuropsychologue encore un, mais sans doute celui le plus en vue actuel, a confirmé tout ça dans différentes expériences et il a commenté de manière suivante. Tout d'abord, nous réagissons davantage à la violence. Alors, il a fait ça avec l'imagerie cérébrale. Ça, je passe sous silence. On voit ça s'allume différemment. Bon, c'est assez joli, mais ça, ce sont les conclusions. Nous réagissons davantage à la violence commise comme moyen de parvenir à un but ou comme but qu'à la violence indirecte. En d'autres termes, nous réagissons à des dommages causés volontairement. Ensuite, nous réagissons davantage à un dommage causé activement qu'à un dommage causé passivement. Enfin, nous réagissons davantage à un dommage causé directement par l'exercice de la force personnelle plutôt qu'indirectement. Apparemment, il ne s'agit pas de 3 critères distincts qui apparaissent sous la forme de checklist. Ils forment au contraire un tout organique. Donc l'idée qu'avance Green, c'est qu'on a une sorte de morale intuitive qui est en partie câblée, on est un parti comme ça, qui est des explications évolutionnaires, j'en parlerai d'une par la suite, qui font qu'on a immédiatement un certain nombre que notre jugement moral est influencé par ces 3 critères-là. Et pour l'illustrer très simplement, bon là je vais peut-être passer un peu vite parce que le temps évidemment passe, mais il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le principe de l'intention, principe d'action à double effet, parce qu'il est assez intéressant. Les gens, quand on demande à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il a fait tel jugement, et qu'il l'a fait parce qu'il distingue entre les effets voulus et les effets prévus mais non voulus, eh bien le sujet n'arrive pas à trouver la règle spontanément. Mais quand on lui dit « Ah, mais est-ce que vous n'avez pas agi à cause de ça ?» et on formule la règle, il dit « Ah oui, c'est exactement pour ça. » Par contre, le principe du contact est assez intéressant. Pourquoi est-ce que c'est pire de pousser quelqu'un, par exemple sur une voie,
dilemme dont je parlerai un petit peu par la suite, plutôt que d'actionner un aiguillage qui a le même effet, eh bien, les gens, quand ils se rendent compte qu'ils ont appliqué ce principe, ajoutent immédiatement, mais ce principe ne leur paraît pas très pertinent. Faire du mal à courte distance ou à longue distance ne leur paraît pas pertinent. Mais enfin bon, par ça, énormément d'études ont été faites là autour, je ne vais pas y revenir, mais je veux dire simplement que le principe de l'intention joue manifestement un rôle fondamental dans notre concept de responsabilité. On est responsable d'abord de ce que l'on fait volontairement et d'abord de ce que l'on fait. J'ai juste mis un petit schéma qui résume le principe. Quand l'action a deux effets, un effet bon et un effet mauvais, il n'y a pas de problème si l'effet bon est causé directement et l'effet mauvais indirectement, mais il y a un problème quand l'effet mauvais est causé directement et l'effet bon n'est qu'une suite indirecte de l'effet mauvais. Voilà, pour reprendre, j'ai pris l'exemple d'euthanasie, mais il y a des exemples partout, dans le droit de la guerre aussi. Si vous n'avez pas il est interdit de bombarder la population civile pour démoraliser l'adversaire. L'effet mauvais serait la cause de l'effet bon, démoraliser. Par contre, si vous devez bombarder un pont stratégique et qu'il y a des civils qui sont sur ce pont, c'est autorisé de le bombarder quand même, parce que l'effet mauvais, la mort des civils, n'est qu'un effet secondaire non voulu de l'effet bon, qui est la destruction du pont ennemi. On peut discuter ces règles après. Le droit de la guerre est toujours quelque chose d'un peu paradoxal, mais on voit assez bien de quoi il retourne. Parce que si je fais un acte bon qui a des conséquences mauvaises, même si je les prévois, c'est moins grave que si j'agis directement en réalisant immédiatement l'effet bon. Ce dont il résulte, c'est qu'on a en fait une responsabilité multiple. Par rapport à nos actions, alors les buts, je vais parler surtout des conséquences, on peut distinguer buts de conséquences ou pas, mais les conséquences peuvent être voulues ou non voulues, donc intentionnelles ou non intentionnelles, prévues ou non prévues, prévisibles ou non prévisibles. Et plus on avance d'une certaine manière, plus on s'éloigne, moins notre responsabilité est engagée. Même pour les effets non prévisibles, elle est difficilement engagée si réellement ils étaient non prévisibles. On a évidemment, à part ça, toute une gradation de responsabilité que je vous ai mis dans ce petit tableau-là. Effectivement, notre responsabilité donc, va selon un gradient du plus au moins. Lorsqu'il s'agit des actions des individus, mais il est clair que pour les États, c'est à peu près le même type de raisonnement. Bien, ça c'est la moralité, la morale, on pourrait dire naturelle si ça a un sens. Je veux dire, c'est comme ça que nous portons des jugements assez spontanés. Et donc, on se rend compte immédiatement que notre responsabilité n'est pas également partagée concernant les conséquences de tout ce que nous faisons, mais qu'elle est graduelle et que plus les conséquences s'éloignent et moins elles sont intentionnelles, moins notre responsabilité, moins nous nous sentons responsables si on fait référence à la morale ordinaire. Bien, alors, cela dit, donc, notre moralité semble avoir un certain nombre de limites. Comment elle s'exprime plus particulièrement? Qu'est-ce qui les justifie? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est moins responsable de certaines choses que comme d'autres? Comment est-ce qu'on peut tâcher de préciser tout ça? Alors, je vais juste soulever 2 points. Les limites normatives, je ne vais pas m'y arrêter longtemps, je m'arrêterai plus sur les limites psychologiques. La première, c'est qu'on en a déjà pas mal parlé, il peut y avoir des conflits d'obligations. Entre la génération présente, vous et moi, les générations précédentes, nos parents, la génération suivante, nos enfants, puis il faudrait rajouter les petits-enfants maintenant, les générations futures plus éloignées, et les générations présentes les plus défavorisées de la génération présente. Comme on vous l'a dit ce matin, ce n'est pas évident d'arriver à satisfaire toutes ces obligations de manière sérieuse. Notamment, il y a des coûts. Il y a des coûts qui font qu'on doit établir un certain nombre de priorités. Et il est clair qu'on a tendance à avoir un certain biais quand même pour le présent, parce que pour les raisons qu'on a soulignées ce matin, les hommes politiques sont élus pour 4 ans, voire moins. Donc leur temps n'est pas un temps extrêmement long. Et bon, voilà, il y a différents procédés politiques ou juridiques que l'on peut proposer pour essayer de pallier ces défauts. Mais c'est une limite qui est réelle parce que c'est effectivement des obligations qui sont aussi réelles les unes que les autres, même si elles ont parfois des fondements différents. Puis, il y a
une autre limite, mais là qui est un petit peu plus délicate et un peu plus complexe, c'est ce qu'on peut appeler un conflit d'agentivité. Agentivité, c'est encore un de ces nouveaux mots qui tirés de l'anglais. Agency, c'est le fait d'être l'auteur de ses propres actes, d'être l'auteur plus généralement de sa propre vie. C'est quelque chose de très important pour nous, c'est lié à l'autonomie aussi. Je veux être l'auteur de ma propre vie, donc je veux définir moi-même les buts que je poursuis. Et donc ces buts, les autres, enfin je ne veux pas que les autres me l'imposent, du moins me les imposent avec une certaine modération. J'ai mis cette petite histoire, qui à première vue n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais juste pour l'illustrer, comment quelqu'un peut être subitement embrigadé dans une histoire qui n'est pas la sienne et à laquelle il n'a peut-être pas du tout envie de participer. C'est Jim et les Indiens. C'est une histoire inventée par Bernard Williams. Jim, explorateur texan, arrive un jour sur la place centrale d'une petite ville d'Amérique du Sud. Fendant une foule disposée en cercle autour d'un groupe d'hommes en uniforme qu'il distingue mal, il parvient au premier rang et se rend compte avec stupeur que 20 Indiens sont attachés le dos contre un mur face à plusieurs soldats armés. Pedro, le capitaine qui les dirige, surpris et gêné par l'irruption de Jim, lui explique que ces Indiens ont été choisis au hasard et vont être fusillés pour l'exemple, afin que les habitants de cette région se tiennent dorénavant tranquilles. Mais comme Jim est un hôte de marque, le capitaine lui fait la proposition de tuer lui-même un des Indiens, et alors les autres seront relâchés. Si par contre il refuse, les 20 seront fusillés comme prévu. Ouais, c'est assez simple, hein. C'était à l'époque des régimes militaires centra-américains. Pedro propose un deal à Jim, et par là même engage la responsabilité de Jim. La question qu'on se pose, si vous prenez la situation possible, Jim tire ou ne tire pas. S'il tire, il est responsable, en tout cas au niveau causal, de la mort de l'Indien. Mais s'il ne tire pas, et que Pedro les tue tous, est-ce que Jim est responsable de la mort de l'Indien puisqu'il aurait pu éviter qu'il soit tué? Et puis si Jim ne tire pas, est-ce qu'il est responsable de la mort des 19 ou 20 autres Indiens alors qu'il aurait pu, en visant un Indien qui de toute façon allait mourir, éviter cette situation-là? Bon, alors on pourrait se dire, certains diront, Jim doit tirer puisque ça minimise le nombre de morts. Enfin, c'est mieux en termes de bien-être. Mais par ailleurs, est-ce que ce n'est pas Pedro qui est le premier responsable? C'est lui. Pedro peut très bien lui décider d'arrêter. Puis imaginons que Jim soit un pacifiste convaincu. Accepter de tirer, c'est violer toutes les valeurs lesquelles lui ont fait diriger sa propre vie. Donc on pourrait se dire, dans quelle mesure, on pourrait se poser la question, dans quelle mesure est-ce que les autres ont le droit de m'embrigader dans leurs propres problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes? Moi, le réchauffement climatique, j'y vis pour à peu près rien, un 6 milliardième. Pourquoi est-ce que je changerais mon mode de vie pour des problèmes que d'autres ont créés et qui, d'une certaine manière, moi je pourrais juste me contenter de vivre personnellement la décroissance et terminer par là. Voilà, mais c'est l'argument de Williams en disant que il y a une intégrité de la personne qui fait qu'on ne peut pas m'embrigader n'importe quoi. Cela dit, l'argument là marche relativement bien parce que Pedro veut faire quelque chose à Jim de complètement immoral. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce serait peut-être plus difficile de se dédouaner comme ça d'une activité morale. Et c'est l'objection d'Oxfam qui a été formulée par Peter Singer et qu'on peut facilement élargir aux générations futures. Voilà le petit commentaire. Donc Pedro veut embrigader, comme je l'ai dit, Jim dans une entreprise immorale, mais si l'entreprise était morale, est-ce que ça changerait quelque chose? Eh bien, il le semble. Si on suit Peter Singer, en effet, dit-il, une fois qu'on a pris conscience de la misère régnant dans le monde, donc il s'agit du tiers-monde ici, on ne peut s'en détourner et s'en laver les mains pour la raison qu'on aurait autre chose à faire d'important pour nous, ou qu'on n'en est pas responsable, puisque dans le fond, on n'y est pour pas grand-chose. Et évidemment, ce qui vaut pour les plus défavorisés de notre génération vaut aussi pour les générations futures. Donc, dans la mesure où, enfin, on nous propose un état d'agir en vue d'améliorer la situation actuelle, est-ce que nous n'avons pas quand même une obligation de le faire? Et Jonathan Glover, qui est la même approche que Singer, dit ceci: s'abstenir délibérément de soutenir financièrement Oxfam sans invoquer une meilleure façon de dépenser notre argent serait du même ordre qu'un meurtre. Autrement dit, il y a tout un courant philosophique qui pense qu'il n'y a pas de distinction qui se justifie entre l'action et l'omission. C'est ça dont il s'agit ici. Si je ne fais rien, ou si mon pays ne fait rien pour l'environnement, il ne fait rien. Et admettons encore qu'il arrête de polluer plus que sa part normale, pourquoi devrait-il en faire
plus, puisqu'il n'est pas causalement ni intentionnellement responsable de ce qui se passe. Si on suit Singer ou Glover, si ça ne nous dédouane pas, ça ne suffit pas. Nous avons à agir quand même, parce que, dans le fond, l'état du monde, nous ne sommes pas responsables seulement de nos actions, nous sommes responsables de l'état du monde, d'une certaine manière, quand nous pouvons faire quelque chose. Et cette position qu'on appelle le conséquentialisme, John Harsanyi est un représentant, c'est un petit clin d'œil que j'ai mis au début, mais ce qui compte, c'est la phrase du deuxième tableau. Pour le conséquentialisme, nous ne sommes pas d'abord responsables de nos actions intentionnelles, mais de l'état du monde résultant des actions et des omissions. Autrement dit, si on prend au sérieux ce raisonnement, probablement qu'il va falloir faire de gros efforts d'éducation pour essayer de changer la morale naturelle de l'être humain. Vaste programme, bien entendu, mais ce sera ni le premier ni le dernier. Juste une autre, je vous signale, là j'ai mis conséquentialiste parce que je sais qu'en France, parler d'utilitarisme est presque une injure. En fait, il s'agit de la position utilitariste, mais pas l'aspect welfariste dont on a parlé ce matin, non, de l'autre aspect de l'utilitarisme qui considère que notre devoir moral, c'est de maximiser le bien-être de tous, de manière impartiale, qui est une théorie tout à fait respectable, mais je ne sais pas pourquoi. On vous l'a souligné ce matin aussi, Daniel l'a souligné ce matin. C'est quelque chose qui a pris un sens péjoratif. Il n'y a véritablement aucune raison à cela, même si c'est une théorie qui a ses propres problèmes. Voilà, donc vous voyez, donc il y a si on suit la morale naturelle, il y a des gros obstacles normatifs à justifier des devoirs envers les générations futures qui semblent demander un certain changement de morale. Alors, la question évidemment qui se pose ensuite, c'est admettons que l'on se dirige vers une morale plus conséquentialiste. Est-ce que c'est une doctrine qui est à même de nous motiver psychologiquement? Parce que c'est bien beau d'avoir des principes moraux, mais s'ils sont inertes, ça ne fera pas agir différemment. Et peut-être que c'est un peu ce qui se passe parfois quand on parle notamment du réchauffement. On disait, on veut limiter ça à 2 degrés, on a déjà à peu près abandonné la chose. Et 2 degrés, ça veut dire 4 degrés pour le climat continental. Je ne parle pas des îles que je ne connais pas très bien, mais j'entends par exemple pour les Alpes, ça sera 4 degrés. Alors, d'après certains scénarios, à 5 degrés, on a atteint l'irréversible définitif. Donc, on est quand même dans une situation qui est assez délicate. On parle énormément, la COP21, c'est très bien. Alors, j'ai appris avec plaisir que les juristes se mobilisaient, mais il est clair que ça devient relativement urgent et pourra-t-on se motiver? Alors, pour étudier la motivation, il y a aussi toute une série de choses assez intéressantes, mais dont je vous ai déjà plus ou moins parlé, mais c'est ce fameux dilemme du wagon fou sur lequel on a testé la motivation des gens. Vous avez une situation où vous avez, je m'excuse pour ceux qui la connaissent parce que bon, elle devient assez fréquemment mentionnée. Vous avez un wagon qui dévale une voie de chemin de fer sur laquelle travaillent 5 ouvriers. Ils vont être écrasés. On ne peut rien faire pour les prévenir, mais entre le wagon et les 5 ouvriers, il y a un aiguillage. Si on actionne l'aiguillage, le wagon va aller sur une autre voie où ne travaille qu'un seul ouvrier. Il y a une personne qui s'appelle Denise, qui se trouve dans cette version-là, qui se trouve près de l'aiguillage. On demande est-ce que vous pensez qu'il est moralement permis à Denise d'actionner l'aiguillage, c'est-à-dire de minimiser le nombre des victimes? Quand on pose cette question, 85% des gens pensent que c'est moralement légitime. On ne leur demande pas s'ils le feraient, parce que là, ça baisse à moins de 60%. Mais on leur demande s'ils estiment que c'est... Il y a encore des problèmes en première, troisième personne dans lesquels je n'entre pas. Deuxième version, il y a de nouveau 5 ouvriers, un wagon fou. Il n'y a pas d'aiguillage, mais il y a une passerelle sur laquelle se trouve un très gros homme. On se rend compte que si le gros homme tombait sur la voie, il serait certes tué, mais il arrêterait le wagon. Et il y a un dénommé Frank qui se trouve à côté du gros homme. Et on demande, pensez-vous qu'il est moralement permis à Frank de pousser le gros homme sur la voie? Et là, assez surprenant, il n'y a plus que 12% qui pensent que oui. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ahurissement moral, pour parler comme Jonathan Haidt, qui montre qu'effectivement, ça paraît surprenant parce qu'il paraît aussi, bon, on peut discuter, mais que là, c'est une situation qui est à peu près la même. En tout cas, les conséquences sont exactement les mêmes.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est quelque chose que vous avez déjà vu plus ou moins et que Josh Green, qui lui, là aussi pas mal poussé enfin, des recherches là autour, a souligné, c'est que c'est pas la même chose que d'actionner un dispositif qui va tuer des gens qu'on ne voit pas et de pousser directement quelqu'un. Alors voilà, c'est ce qu'il dit, donc pousser personnellement. Alors l'explication qu'il donne, c'est simplement parce que ça mobilise d'autres émotions. L'idée générale que les neuropsychologues ont développée, qui est une vieille idée qui remonte au XVIIIe siècle, en tout cas aux sentimentalistes écossais, voire plus loin à Aristote, c'est que si on veut motiver quelqu'un à agir, il ne suffit pas de lui expliquer les choses, il faut évoquer en lui des émotions, parce que seules les émotions sont capables de nous motiver. Et dans ce cas-là, bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il s'agit d'une motivation plutôt à ne pas agir. Les émotions qui sont suscitées par le cas de la passerelle du gros homme sont extrêmement fortes. Et c'est des émotions qui disent stop, d'abord ne pas nuire, si on pourrait reprendre un principe hippocratique. C'est des émotions qui ne sont pas mobilisées dans le cas de l'aiguillage, et ça se remarque extrêmement bien, là aussi en neuroimagerie. C'est d'une part, certaines zones qui sont, c'est pas les mêmes zones qui sont actionnées dans les deux cas. Et Green pense qu'effectivement, en fait, il pense que ce que ce dilemme met en lumière, c'est que on n'est pas des êtres moralement unifiés, mais qu'on a deux types de processus en nous. Il y a un processus qui est basé sur des émotions d'alarme. Il prend l'exemple de l'appareil de photo. Vous savez, dans l'appareil de photo, vous avez le mode automatique et le mode manuel. Le mode automatique, c'est pour quand c'est les photos habituelles qu'on ne connaît pas très bien, d'ailleurs, quand on n'est pas très doué. On utilise le mode automatique. Ce sont les émotions qui interviennent immédiatement et qui nous disent « fais ça, fais pas ça ». Mais dans les situations difficiles, ça ne marche pas très bien. Et là, on est obligé de mobiliser notre raison, c'est le mode manuel, de calculer le meilleur. Et ça s'appuie sur les travaux d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, qui distingue différents systèmes de décision, système intuitif et système lent et émotionnel. Donc on a deux types de jugements moraux, enfin deux types de processus qui produisent des jugements moraux, mais c'est toujours le processus des émotions d'alarme c'est généralement celui-ci qui est mis en branle immédiatement et qui est très adapté pour la plupart des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Le processus qu'il appelle déontologiste, je ne vais pas développer ceci ici, nous dit Green, a ses vertus, puisque comme il le dit, si vous n'avez pas le sentiment qu'il est abominable de pousser cet homme, c'est que vous n'êtes pas normal. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'une telle action est injustifiable. Je doute d'ailleurs d'en être capable et c'est heureux. En outre, dans la vraie vie, ne pas pousser cet homme serait probablement la bonne décision à prendre. Mais si un individu animé des meilleures intentions devait volontairement pousser l'homme en ayant la certitude que cela permettra de sauver la vie de 5 personnes et qu'il n'existe aucune autre solution, je ne pourrais que l'approuver, même si je m'interrogerais sans doute sur celui qui choisirait d'agir ainsi. Bien, ok, ça c'est de la psychologie humaine, ce n'est pas immédiatement pertinent pour notre problème, mais voilà comment il continue. Le module émotionnel peut influencer notre attitude vis-à-vis de la peine de mort, de la torture ou de la guerre. Dans tous ces cas, des actions violentes ou quasi-violentes, susceptibles d'actionner les boutons de notre sens moral, peuvent servir le bien commun. Donc ces émotions sont tout à fait appropriées pour de nombreuses situations habituelles. Tout comme notre alarme morale peut surréagir parce qu'elle ne voit plus les avantages de certaines actions alarmantes, pousser le gros homme peut-être, elle peut sous-réagir parce qu'elle ne voit pas le coût que représentent les actions qui ne sont pas inquiétantes. Ainsi, lorsque nous nuisons à d'autres, y compris à de futurs autres, en détruisant l'environnement, il s'agit dans la plupart des cas d'une conséquence indirecte, souvent passive, et ce n'est jamais par l'usage direct de notre force personnelle contre un autre individu. Si détruire l'environnement nous faisait le même effet que le fait de pousser un homme depuis une passerelle, notre planète s'en porterait bien mieux. Voilà, disons, un peu. Donc son idée, ce n'est pas très optimiste d'une certaine manière, c'est de dire que nos ressources morales classiques, habituelles, héritées de centaines de siècles d'évolution, ne sont pas appropriées pour nous permettre de nous occuper des générations futures. Et il insiste dans ce dernier bouquin qui s'appelle Tribut moral en disant, en fait, on a deux types de problèmes moraux. Le premier, c'est un problème interne aux sociétés,
c'est moi contre les autres. C'est la lutte contre l'égoïsme, c'est la solidarité du groupe, quelque chose qui fonctionne fort bien parce que, c'est nouveau le vieux chasseur-cueilleur que nous sommes, on a évolué en petits groupes et donc on a construit et fait évoluer une morale qui marche très bien dans des petits groupes où l'essentiel du mal que l'on peut faire est à très courte distance. D'où tous ces interdits. Par contre, pour le deuxième type de problème, qui est un problème nouveau, c'est le problème international, c'est nous contre eux, c'est-à-dire lorsque les groupes doivent entrer en relations qui peuvent être conflictuelles ou de coopération entre eux, eh bien là, malheureusement, nous avons une tendance forte au tribalisme et au fait que, dans le fond, nous avons de la peine à nous mettre au-dessus de notre propre groupe. C'est ce que Hardin appelait la tragédie, c'est ce que Green appelle la tragédie de la morale commune ou traditionnelle. C'est une expression qui reprend Hardin, qui est la tragédie du bien commun, puisque si chaque groupe poursuit son propre intérêt, on va tout droit à la catastrophe. Et effectivement, c'est ce que l'on peut parfois craindre. Donc, l'idée des neuropsychologues actuels, c'est que alors, non seulement on constate que notre moralité traditionnelle n'est pas très bien outillée pour résoudre les questions qui dépassent la vie à l'intérieur de notre groupe et qui impliquent causalité directe, intentionnalité, etc., mais qu'il est, dans le fond, extrêmement difficile d'en sortir puisque les dommages plus larges passent en partie inaperçus. Et même si nous en apercevons, nous avons pas mal de peine à nous motiver pour faire quoi que ce soit. Alors ça, c'est assez bien documenté par d'autres études qui montrent, par exemple, que si votre conscience écologiste s'éveille, par exemple, vous achetez une voiture hybride, une voiture électrique, eh bien, vous vous sentez immédiatement autorisé à partir aux Bahamas en avion parce que vous avez fait votre devoir. Et effectivement, l'être humain se donne très rapidement un satisfait quitte. Du moment qu'il a fait quelque chose, il estime qu'il en a fait assez rapidement, surtout quand ça lui coûte. Et comme nos politiques n'arrêtent pas de nous affirmer que la transition écologique ne nous coûtera pas rien du tout en bien-être, on n'est pas du tout disposé à vouloir en payer beaucoup plus. Donc la situation n'est pas facile, y compris au niveau psychologique. Conclusion, est-ce qu'il faut aller vers une nouvelle éthique ? Eh bien, je pense que, en tout cas, la solidarité intergénérationnelle, c'était ma question, est-elle possible ? Je pense qu'elle est possible et justifiable jusqu'à un certain point, mais elle va être difficile parce que notre motivation à la réaliser reste théorique et générale. On n'a pas évolué pour cela. Comme le dit Katinka Evers, nous sommes naturellement des égoïstes empathiques, mais ça va très bien à l'intérieur du groupe, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et il serait donc bon, d'une certaine manière, de changer notre éthique ordinaire ou naturelle en optant peut-être pour une conception plus conséquentialiste, passer du mode automatique au mode manuel et essayer de susciter des émotions, alors peut-être comme la bienfaisance, peut-être comme la philanthropie, on peut imaginer toutes sortes de choses qui pourraient nous motiver. Je vous ai mis à droite un petit texte tiré de la page 2046 de la recherche du temps perdu de Proust. Peu de personnes sont allées jusque-là, donc je me permets de vous la citer. On ne sait que de cette même science qui nous parle des gens se tuant par... c'est écrit trop petit chez moi. Nous parle des gens se tuant par misère pendant que nous allons au bal, c'est-à-dire une science lointaine et vague à laquelle nous ne tenons pas à substituer une connaissance plus précise due à une impression directe. Ce qui se passe maintenant, c'est que la télévision et les autres médias nous obligent à voir les choses en face. Est-ce que ça suffit pour nous motiver de manière durable ? Ça reste à voir encore. Bien, comme je vous l'ai déjà dit, ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans le conséquentialisme, c'est l'idée de l'impartialité, de la maximisation du bien-être de manière impartiale. Et comme le disait John Stuart Mill, entre son propre bonheur et celui des autres, l'utilitarisme exige de l'individu qu'il soit aussi rigoureusement impartial qu'un spectateur désintéressé et bienveillant. D'égales quantités de bonheur sont également désirables, que ce bonheur soit celui d'une seule et même personne ou de personnes différentes. Ce que Mill disait pour la génération actuelle peut facilement s'étendre aux générations futures en disant que si la préférence tribale ou nationale n'est pas un principe moral
pertinent, la préférence temporelle n'a pas plus de poids moral que les individus vivent maintenant ou plus tard, comme on vous l'a dit ce matin pour le welfarisme, peu importe de quel siècle vous vivez, chacun doit avoir le même poids. Hein. Et voilà, je terminerai en vous disant que c'est une solution, effectivement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'environnementalistes qui s'appuient sur ce genre de position-là, ce qui est un petit peu paradoxal aussi, parce que cette position conséquentialiste est aussi à la base des décisions économiques que l'on prend à l'OMC, par exemple. Donc, c'est un raisonnement relativement semblable, sauf qu'on ne tient pas compte forcément des mêmes types de conséquences. Mais il existe aussi alors d'autres solutions possibles. Par exemple, on a cité Hans Jonas, l'heuristique de la peur. Voilà ce que disait Jonas. C'est le péril qui nous apparaît d'abord et nous apprend par la révolte du sentiment qui devance le savoir à quoi la valeur dont le contraire nous affecte, à voir la valeur dont le contraire nous affecte de cette façon. Face effectivement au danger ou au risque, la peur est un motivateur efficace. La peur est un motivateur de toute façon extrêmement efficace. Il n'y a qu'à voir la vie politique. Hein. Tous les partis utilisent la peur pour motiver les... Pas uniquement, mais en bonne partie la peur pour motiver les électeurs, que ce soit la peur de perdre l'emploi, la peur de l'étranger, enfin la peur de, vous pouvez rajouter 3 petits points, c'est un motivateur efficace et c'est pas étonnant, c'est une émotion extrêmement archaïque qui nous sert à fuir les dangers. Et fuir les dangers est exactement ce que nous tâchons de faire si nous voulons pouvoir survivre. Ça, c'est une première chose. Si on arrive à motiver la peur, on pourra peut-être motiver l'action, à condition que cette peur soit suffisamment précise. Il y a une deuxième solution qui m'apparaît personnellement la plus judicieuse, c'est de se dire, dans le fond, si on veut véritablement arriver à instaurer une solidarité intergénérationnelle, il ne faut pas compter sur la morale individuelle, ça ne marchera pas très bien. Et ça ne motivera jamais suffisamment de monde, ou ça les motivera trop tard, puisqu'ils ne sont pas confrontés. Mais il faut faire plutôt appel à la politique ou à l'ingénierie sociale, comme on a fait déjà depuis longtemps. Généralement, pendant des siècles, par exemple, la pauvreté, ce qu'on appelle maintenant la sécurité sociale, a été confiée à la charité individuelle, donc à la morale personnelle. Ça n'a pas marché du tout. Ça marchait marginalement. Maintenant, on a mis au point des systèmes de sécurité sociale, ça marche beaucoup mieux. Je ne dis pas que ce n'est pas l'idéal peut-être, mais ça marche beaucoup mieux. Donc, généralement, on a souvent, pour les gros problèmes de société, avantage à démoraliser, si j'ose dire, la situation, pour la mettre dans les mains des politiques, à condition évidemment qu'ils voient un peu plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire la prochaine réélection, et à l'ingénierie sociale. Mais ça marche pour certains points. Je crois que la sécurité sociale est un bon exemple. Ça peut être, comme on vous l'a dit auparavant, aidé par le juridique, à voir comment tout ça va évoluer. Mais dans le fond, ma leçon, c'était un peu paradoxal parce que j'étais invité par un espace éthique, par de la bioéthique, mais je pense que ce n'est pas l'éthique notre meilleure arme pour lutter contre le réchauffement et pour les générations futures. C'est plutôt au niveau de l'action sociale, pour la raison très simple que justement notre éthique est mal proportionnée pour cela. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que la démocratie est encore adaptée à cette tâche? Alors on l'espère tous. On espère ne pas avoir à compter sur un Poutine écologique ou sur un Erdogan écologique. Bref, ce qu'on appelait un despote éclairé au XVIIIe siècle pour régler la question. Parce qu'il est probable par ailleurs que ce ne soit pas particulièrement bien réglé de cette façon-là. Voilà, je vous remercie.